Et on débute avec cette audience inédite au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre où les afro-descendants, le MIR et le comité des peuples noirs poursuivent l'État français sur la question des réparations et des crimes contre l'esclavage. Une question complexe à laquelle on a tenté de répondre. Regardez. Selon moi, ce procès, il est bien sûr justifié car, il y a eu quand même des crimes qui sont déplorables et qu'il mérite quand même réparation et qu'il y a beaucoup cette thématique qui est revenue, la loi Taubira. Et je pense qu'il ne faut pas prendre en compte que la loi Taubira est apparue en 2001, car si l'on prend cela, les lois, tous les crimes liés à, comme par exemple Hitler, Staline ou encore l'esclavage, on ne pourrait pas les prendre en compte. Or, ce sont des choses qui sont très importantes dans la vie et jusqu'à maintenant, on ressent l'esclavage. Je peux vous le dire, même CNN a fait revenir en Libye. Nous retrouvons l'esclavage partout dans le monde. Je remercie les avocats de chez nous qui ont vraiment bien raconté notre histoire et ça m'a vraiment profondément touché et j'ai failli laisser quelques larmes à un moment. Très bien. D'accord. De rien. Je leur réponds et vous voyez, c'est à mon avis une des illustrations encore de ce que l'État colonial et l'État post-colonial français a institué dans le cadre de l'assimilation notamment, en faisant de nous des sortes de schizophrènes. Ceux qui sont dans les revendications de leurs droits parce qu'ils sont légitimes à le faire et les autres qui n'ayant pas connaissance du passé font fi de celui-ci pour dire finalement, comme l'État-providence nous rend service, il nous donne des subventions, il nous donne le RSA, il nous donne des allocations familiales, ne demandons pas plus que ce à quoi nous avons droit, en occultant totalement qu'étant des descendants d'Africains réduits en esclavage, le premier des droits qu'ils doivent réclamer, c'est celui de la réparation. Moi, vous savez, si nous prenons la problématique des réparations, vous voyez, moi, ma position a toujours été la même. Je suis pour les réparations. Financières, on parle bien de réparations. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Pas que financiers, à tous les niveaux. Bon. Mais la chose, c'est que ce qu'il y a de particulier, c'est justement d'aborder la question avec les gens qui ne sont pas d'accord. Vous voyez l'affaire? Parce que il faut essayer de voir, comment peut-on organiser l'injustice à ce point-là? Vous avez le Zimbabwe. Un changement politique qui arrive il n'y a même pas 15 jours. Et quelle est la première chose qu'on met sur le tapis? Les réparations pour les colons anglais. Donc, le Zimbabwe doit payer des réparations à des colons qui ont agressé les Zimbabwéens pour voler leurs meilleures terres. Mais puisque ça a marché aux Antilles. On trouve normal. Ça a marché aux Antilles. Voilà, mais on trouve normal de venir dire que c'est aux Zimbabwéens de payer les réparations aux colons impérialiste. Mais est-ce que vous voyez l'affaire? C'est l'habitude européenne, puisque Haïti a dû acheter finalement. Oui, mais c'est ça. Mais maintenant, quand ce sont les victimes qui posent la problématique des réparations, comme par hasard, vous voyez, il y a toujours un problème. Donc, vous voyez bien que la problématique des réparations est une problématique raciale. Il faut se dire clairement. Parce que quand ça concerne les Occidentaux, comme par hasard, il n'y a jamais de problème. Mais quand ça concerne un peuple du Sud, peu importe le peuple, il y a toujours des problèmes. Parce que c'est un rapport de force et c'est un problème racial. Et ça, c'est pas de notre faute, c'est un constat. On est obligé de constater que quand vous avez ouvertement posé la problématique des réparations des colons au Zimbabwe sur France 24, là, vous dites que quand même, mais dans quel monde on vit, quoi? Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est ça qui est quand même marquant. C'est-à-dire, il faut que les gens qui sont pas d'accord comprennent bien que la problématique, c'est pas les réparations. Il faut bien comprendre ma position. Le problème sérieux, le plus important, c'est qu'il faut introduire la morale dans une page d'histoire qui n'a que trop duré. Parce que nous sommes dans l'immoralité la plus totale. On a dédommagé des colons, on ne dédommage pas les victimes et on vient organiser une géométrie variable pour dire non, on ne va pas dédommager. Ce n'est pas normal. Parce que la première victime, c'est la vérité. La deuxième victime, c'est la morale. Après, on organise l'escroquerie intellectuelle à tous les étages de la fusée.
Et ça, faut être quand même un minimum sérieux. Vous voyez, justement, aujourd'hui, au tribunal de grande instance à Pointe-à-Pitre, vous parlez des réparations à très juste titre. Il y a ce procès, ce fameux procès qui oppose les afrodescendants et certaines organisations de défense des peuples noirs, qui oppose donc ces organisations à l'État français, qui est accusé pour les crimes commis pendant la période esclavagiste, lors des réquisitoires, effectivement, puisqu'une pléiade d'avocats effectivement défendent cette cause. À un moment donné, il a été abordé le fait de permettre, en fait, lorsque l'on demande réparation, j'ai beaucoup aimé cette présentation, le fait que quand on demande réparation, en fait, c'est pour permettre à l'homme européen, donc l'Ocoderm, en fait, de réintégrer, lui, l'humanité. Parce qu'en déshumanisant, effectivement, l'homme noir, sciemment, il essaie de déshumaniser lui-même et que reconnaître à tous les niveaux, pas simplement sur une loi mémorielle, mais réparer aussi financièrement et tout ce que ça induit, ce serait leur permettre de réintégrer l'humanité. Parce que vous êtes dans une situation où l'Europe est jugée partie. Il n'y a pas de neutralité dans le bourreau qui se juge. Mais attendez, il faut être quand même un petit peu sérieux. Moi, j'ai toujours dit que c'est une affaire qu'il faut régler le jour où le juge n'est pas occidental. Parce que tout autant que vous êtes jugé parti, mais c'est pas de la justice. Il faut être quand même un petit peu sérieux. Vous voyez, il y aurait eu n'importe quel autre peuple ou personne d'ascendance d'une autre civilisation à la place du juge, vous auriez eu une orientation différente des débats. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Mais là, quand vous êtes dans une problématique, vous avez un individu qui est jugé parti, ah ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne va organiser que l'escroquerie intellectuelle. Et ça, il faut se le dire clairement. Est-ce que vous voyez l'affaire? Mais la chose, c'est justement de continuer à avancer. Parce que le combat pour les réparations est un combat non seulement qui est juste, mais c'est un combat qui est moral. Vous voyez ce que je dis par là? Les Indiens d'Amérique, prenons même du Canada et autres, ont mené ce combat. Vous voyez? Et je dirais, on n'a entendu personne venir dire, oui, voilà, les Indiens aussi demandent réparation. Mais pour l'entier, c'est différent. Mais attendez, mais c'est quand même extraordinaire cette affaire. Mais c'est quand même extraordinaire cette affaire. Oui, mais quand on a fait passer effectivement la départementalisation, le fait de franciser, d'assimiler. Non, il faut bien comprendre une chose. Toutes les expériences qui ont été menées en termes d'assimilation forcée ont été des échecs. Il y a eu un article dans le journal Le Monde qui a traité de cette problématique-là, parce que l'Australie a été un terrain d'expérimentation, le Canada a été un terrain d'expérimentation de l'aliénation par l'éducation scolaire, voire même le fait de prendre un enfant indien et de l'amener dans une famille européenne pour le forcer à oublier sa culture. Tout ça n'a été finalement, ça s'est soldé par des échecs. Donc tout le monde sait aujourd'hui que lorsque un enfant va à l'école et qu'il ne peut pas parler le créole, comme je dirais, attendez, vous avez chez vous une diversité de cultures qui constitue une richesse. Qu'est-ce qui fait que cette richesse ne peut pas s'exprimer dans le cadre d'un apprentissage? C'est votre penchant colonialiste. Il faut se le dire clairement, mais ça sert à rien de tourner autour du pot. Parce qu'on va tourner autour du pot, on va perdre du temps et on finira par dire finalement c'est quoi. Autant le dire d'entrée de jeu. Vous voyez ce que je veux dire par là? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre. Il faut appeler un chat un chat. Parce que moi, je vois, il y a beaucoup d'écoles à travers le monde où les enfants ont la capacité de parler leur langue maternelle et d'avoir la langue nationale. Sans que ça ne dérange personne. Parce qu'on veut miser sur la positivité de toutes les cultures, c'est-à-dire les apports positifs de ces cultures dans un brassage qui permet de tout simplement compter sur les esprits les plus pragmatiques de la nation. Vous voyez l'affaire? D'où qu'ils viennent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on revient à la case départ. Parce que aujourd'hui, vous savez, moi quand je vais dans le sud de la France, les Occitans, ils peuvent parler occitan dans le cadre de l'enseignement. Les Bretons, vous avez vu où ils en sont aujourd'hui, on parle breton dans les écoles, c'est-à-dire que ça se fait partout. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc un petit peu bizarre. Chaque fois qu'on franchit l'Atlantique, il y a une partie de l'intelligence occidentale qui se perd en chemin. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Il est temps que les gens se réveillent, soutiennent cette cause, parce qu'en Guadeloupe, on a besoin de comprendre que rien n'a été fait concrètement pour que la vérité soit rétablie, parce qu'on a besoin que nos ancêtres soient honorés dignement, que nous-mêmes, dans notre vie au présent, on puisse vivre dignement.
Et donc on en a marre des discours de mépris, on en a marre de cette hypocrisie qui règne et qui ne veut même pas faire admettre qu'aujourd'hui les choses n'ont pas changé. Voilà. Donc, dans les réquisitions, justement, les avocats disaient, une avocate martiniquaise disait que la France était profondément raciste. C'est un point de vue que tu partages? Je partage totalement son avis. Déjà, je pense que le terme de race et de racisme vient de l'Europe. C'est une création européenne, bien avant le nazisme. Puisque, bon voilà, désolé, je tremble. L'émotion. C'est l'émotion. Et oui, franchement, d'ailleurs, je l'ai trouvée très pertinente, très concrète. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette femme parce qu'elle va droit au but pour dire les choses et elle est logique. Elle est logique. Et il manque un petit peu de logique de la part des élus français, de la part de quelques Français qui ne veulent pas reconnaître que la Guadeloupe, ce n'est pas une propriété française. Nous sommes une identité, une nation à part entière. Et les choses doivent changer. Voilà, parce que... Mais comme elle a dit, le français et l'européen en général a encore du mal il est conditionné. Heureusement, ça change parce que on peut voir les Français dans les ghettos qui sont mélangés à toutes les communautés qui travaillent un discours aussi pour inverser cette espèce d'illogisme qui existe où quelque part le blanc se croit encore supérieur, est condescendant. Aussi, il est élevé comme ça en même temps. Voilà, il est élevé, mais quelque part, en fait, il est victime aussi de son éducation, il est victime de manque d'information, il est victime de son ignorance. Et donc, justement, c'est la jeunesse qui devrait avoir accès à l'éducation. Et je suis très contente de voir des petits jeunes qui sont là parce que je suis sûre qu'ils vont... Ça va donner matière à réflexion et puis certainement c'est eux le flambeau quoi. Il faut que ça se transmette. À notre âge, on n'a pas eu droit à des discussions de cette envergure. Je confirme. Ça a commencé avec l'excellent travail de Brother Jimmy et de Lilian Thuram qui déjà se déplaçaient un petit peu à l'université de Fouillol pour parler du problème. Mais il fallait attendre d'être en fac justement pour parler de ces questions-là. Exactement. Et même pour connaître l'histoire guadeloupéenne, l'histoire des jeunes à l'école. L'histoire de l'île en elle-même, ça n'existe toujours pas concrètement. On fait un petit cours comme ça, on parle toujours de l'assimilation et en fait on reste eurocentré dans toutes les matières qui sont enseignées et c'est très malsain en fait, c'est très malsain parce qu'en fait on doit s'éloigner de notre identité pour pouvoir accepter l'identité de celui qui encore aujourd'hui nous colonise quoi. Alors on est en train de faire des petits cours d'histoire sur Canal 10 en ce moment et c'est vrai que c'est pas très révélé, c'est passé sous silence plutôt, c'est que la culture effectivement européenne est inspirée de la culture africaine. En fait on a les mêmes bases mais effectivement il y a la hiérarchisation des cultures, des civilisations par la couleur aussi, un petit peu mis tout ça. Tu parles de la réappropriation cachée de l'histoire africaine carrément. C'est-à-dire que les mathématiques, les sciences, les technologies même qui sont actuellement utilisées comme les ordinateurs, le théorème de Pythagore vient d'Afrique. En fait, toutes ces données scientifiques et tout, et très peu d'Européens, j'ai déjà rencontré des scientifiques de haut niveau européens, ils sont encore persuadés. Ils ne savent même pas que le berceau de l'humanité c'est l'Afrique, ce qui est très grave, parce qu'on continue à donner des théories que ça serait peut-être en Asie. Enfin, on ne veut pas reconnaître que nous sommes issus du pays, du continent originel, l'Afrique, Kama. Et c'est grave. C'est vrai que c'est dur à admettre pour certains. C'est plus que dur à admettre, c'est une idéologie qui est entretenue, qui a été créée et qui est entretenue. Beaucoup le savent. Je suis sûre que le petit Macron, excuse-moi, je n'ai pas énormément de respect pour cet homme-là parce que pour moi c'est une illustration parfaite de la condescendance, du mépris. Il a fait une petite démonstration assez flagrante lors de son tour en Afrique. Au Burkina Faso, voilà, à l'université, et encore plus avec le président. Enfin, c'est fou, quoi, que sous notre nez, ils ne se cachent plus, ces gens-là, pour assumer leur mépris. Et voilà. Bonjour, monsieur Servat. Bonjour. Donc, député Servat, pourquoi avez-vous choisi justement d'assister à ce procès aujourd'hui qui oppose l'État français aux afro-descendants? Écoutez, c'est une question importante.
après un combat dur concernant la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, il y a des questions qui se posent notamment sur certaines réhabilitations, notamment nos ancêtres comme meubles. Ça mérite d'être questionné et c'est donc en observateur pour comprendre un petit peu les enjeux de part et d'autre que je suis venu pour aussi soutenir la démarche de réhabilitation de nos ancêtres. Mais c'est vrai que le schéma est un peu complexe puisque c'est au bourreau effectivement de prononcer sa propre sentence comme ça a été dit dans la salle d'audience. Est-ce qu'on aura vraiment un résultat avec ce genre de formule? De toute façon, la loi contre le crime contre l'humanité a pris 22 ans à être reconnue. Donc je crois que nous entamons un nouveau chemin qui sera sûrement long, mais l'important c'est le chemin et donc il faut le poursuivre sereinement avec détermination et patience. Alors comment se passent effectivement vos travaux à l'Assemblée? On sait que vous faites partie d'une commission qui est importante, oui certes, mais est-ce que vous sentez vraiment que vous êtes pris en compte en tant qu'antillais, en tant que personnalité publique noire? Bon, disons que je suis président de la délégation aux Outre-mer, qui est quand même effectivement à l'Assemblée nationale, celle qui regroupe l'ensemble des députés ultramarins et l'ensemble des députés hexagonaux qui s'intéressent à l'outre-mer. Donc je considère que c'est un lieu d'espace, un espace important. On a auditionné récemment Jean-Marc Ayrault qui travaille sur cette fondation pour reconnaître la traite négrière. Donc en fait ce sont des éléments pas à pas, pierre après pierre. Par exemple, il y a une salle Colbert à l'Assemblée nationale. On sait que Colbert a inspiré, a rédigé le Code noir. Et donc nous sommes en train de proposer, j'ai proposé avec d'autres députés que cette salle soit débaptisée et qu'on la nomme par exemple Gertie Archimède. Vous voyez, donc ce sont des éléments petit à petit, pas à pas. Il ne faut pas... de toute façon, on ne pourra jamais avancer à grands pas puisqu'il faut de la patience, de la conviction, expliquer parce que parfois, beaucoup ne savaient pas que notamment Colbert avait inspiré et écrit le Code noir. Donc en leur expliquant, ça peut faire évoluer les choses. Et pour la réhabilitation, là aussi, ce sont des débuts et bien on va continuer. Mais ce sont des sujets qui fâchent un peu? Eh bien, beaucoup de tractations. Alors, il fâche s'il y a des incompréhensions, s'il y a des manques d'informations. Donc, il faut souvent remettre l'ouvrage sur le métier en expliquant, en réexpliquant et en sensibilisant, et ça fonctionnera. Merci beaucoup, monsieur. Merci, à bientôt. Que nous, on fait des plateaux, effectivement, ça fait 3 jeudis maintenant, c'est le 4e ce jeudi. On fait des plateaux un peu historiques pour réhabiliter effectivement l'image des Noirs à travers le temps. Donc on a fait pas mal de travaux, je ne sais pas si vous connaissez monsieur Jean-Philippe Omotunde, donc on prend certaines références. Il y avait eu un échange d'ailleurs entre lui et monsieur monsieur Trastevere, j'oublie son nom, qui lui disait qu'il était martiniquais avant toute chose, qu'il n'était pas africain. Tu as vu cette interview? Oui, il y en a tellement. Non, il y en a. Non, mais ce qui est important, et tu vois, j'ai pas voulu aller trop loin parce qu'on m'a dit que j'étais. Mais finalement, je regrette. Elle n'arrête pas de me dire que je suis naïve. C'est les mots, ça libère. Vous comprenez les mots que vous employez? Oui, c'est-à-dire pouvoir verbaliser ce qu'on a au fond de nous. Et c'est vrai qu'on nous a tellement interdit ça. Mais vous avez cette justesse. Moi, je la vis. Je vis vos mots. Merci beaucoup. Mais c'est bien. J'avoue que l'intervention était... Vous êtes brillant. Va me donner des choses. Non, c'est pas. Non, mais c'est vrai. Je suis pas fanatique, je déteste ce mot, mais c'est parce que j'ai besoin d'entendre ces mots et je pense que nous sommes très nombreux. On a besoin de savoir, on a besoin que les mots soient dit, sans détournés comme ça. Parce que là, nous avons tellement été privés de la parole que... et donc nous n'avons... Et puis surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on dit la vérité, comme disait la chanson de Guy Béard, on cherche à vous exécuter. Et donc maintenant, nous, ma soeur Claudette et moi, qui est également avocate, elle est partie à la retraite cette année, nous avons vraiment beaucoup souffert parce qu'on disait la vérité. Mais maintenant, la vérité à droite, vous avez vu comment ils nous écoutent? On leur dit votre système est raciste, vous êtes raciste et tout. Ils ferment leur bouche parce qu'ils savent que... Mais ils sont comme ça. Enfin, ça me choque encore, mais je comprends. Vous voyez l'évolution. Oui. Et je prends mais ça doit être encore difficile pour eux d'entendre. Oui, c'est vrai, ils sont tous les trois acculés. Là. Ils sont en train de... Ils font semblant comme ça, ils rigolent et tout. Mais ils ont reçu, ils ont reçu ordre de leur truc de fermer leur bouche. Hein. Parce que nous, quand on parle, quand on plaide,
et là, bon, je n'ai pas dit tout ce que j'avais à dire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quand on plaide devant à Fort-de-France, on finit les audiences à 9h, on n'en a rien à faire, on finit les audiences à 9h. Mais c'est normal. Mais on leur dit tout ce qu'on a à leur dire, et eux, ils ferment leur bouche. Et une chose qui est importante, c'est que maintenant, Dominique, Claudette, moi, quand ils nous voient, ils nous courent après pour nous dire bonjour. Et c'est là qu'on voit que ce sont de pauvres gens. C'est pour ça que je lui ai dit, voyez comme nous sommes bons, nous cherchons à vous réintégrer dans l'humanité. On vous exécute pas, on cherche à vous faire comprendre que vous n'êtes que des êtres humains, comme nous-mêmes. Et c'est en ce sens que j'ai écrit mon texte. À la fin, je leur dis, il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas blanc. Vous êtes votre identité, c'est une invention, c'est une imbécilité qui vous met hors humanité, qui vous rend complètement psychopathe, parce que vous n'êtes pas capable d'empathie face à un être humain. Vous ne savez plus reconnaître. Il ne faut même pas parler des élites, hein, sinon non. La sociopathie, voilà. C'est pire. Qu'est-ce que vous dites aux gens effectivement qui voient le fait de demander réparation financière comme une espèce de profitation, on va dire, entre guillemets? Mais ce que le peuple guadeloupéen devrait se rappeler, c'est qu'il nous a fallu nous battre pour faire reconnaître l'esclavage, crime contre l'humanité. Et ça nous a coûté beaucoup. Il y a eu les amendes, il y a eu les arrestations, il y a eu les crachats, il y a eu les insultes. Et beaucoup de Guadeloupéens disaient, mais pourquoi reconnaître l'esclavage crime contre l'humanité? Aujourd'hui, nous en sommes fiers parce que nous avons permis à nos enfants de pouvoir dire aujourd'hui, tout simplement, que nos ancêtres n'étaient pas des meubles, n'étaient pas des choses, mais étaient des êtres humains. En faisant reconnaître l'esclavage crime contre l'humanité, il nous a fallu du courage. Aujourd'hui, il nous faut aussi du courage pour dire qu'on les a déportés, qu'on les a mis dans des cales de bateau. Ils ont perdu les parents, les frères, les sœurs, les maris, les enfants en traversant les océans. Quand ils sont arrivés ici, ils ont subi l'humiliation, le viol, les coups de fouet. Ils ont subi toutes les atrocités qu'on ne demande à aucun être humain sur la terre, qu'il soit blanc, indien ou chinois, de subir. Mais nos ancêtres, ils les ont subis. Et ils les ont subis avec beaucoup d'espoir. L'espoir que nous, demain, on serait devenus libres, mais surtout qu'on ne l'oublierait pas et qu'on demanderait effectivement de réparer ce crime. Mais est-ce qu'on peut demander au bourreau de réparer son crime? Oui, tout à fait. Enfin, de se juger lui-même pour effectivement obtenir réparation. Alors moi, je trouve que c'est une aberration de dire que le bourreau se juge lui-même. La loi reste la loi. Si le bourreau pense qu'il ne peut pas se juger, eh bien, il n'a qu'à demander une autre instance, tout simplement. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Colline. Alors, maître, justement, est-ce que vous pouvez expliquer aux internautes les enjeux de la procédure qui a lieu en ce moment au tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre? C'est le tribunal de grande instance, mais bon, nous sommes dans la salle du tribunal d'instance, mais c'est le tribunal de grande instance qui est saisi d'une demande du MIR Guadeloupe et du CIPN et de personnes particulières en réparation contre l'État français. Parce que le moment est venu pour tous les afro-descendants, pour tous ceux qui descendent de ceux qui ont été victimes de la déportation, de la traite et de l'esclavage, de demander réparation. Nous avions impulsé ce mouvement par le MIR Martinique et maintenant la Guadeloupe a de son côté introduit cette action. Le but est de, premièrement, mettre l'État français face à ses responsabilités et puis face à ce qu'il est réellement. Parce qu'en fait, l'État français est un État raciste. Nous le savons. L'État français n'a jamais pratiqué que le racisme vis-à-vis des autres peuples, et particulièrement vis-à-vis des peuples noirs, des peuples africains, puisque la rencontre de la France avec l'Afrique, ça a été une espèce de cataclysme pour l'Afrique, puisque les Français n'ont jamais abordé l'Afrique que pour dérober, égorger, détruire, voler, piller, etc. Donc aujourd'hui, après avoir bénéficié pendant des siècles, et après, alors qu'elle continue encore de bénéficier et de profiter des richesses de l'Afrique et des Africains, nous avons saisi le tribunal pour dire nous voulons être réparés du crime que vous avez commis, puisque vous reconnaissez vous-même que c'est un crime, à savoir la déportation, la traite et la mise en esclavage des Africains. Et bien sûr, en tant que bonne raciste, la France nous refuse ce droit à réparation
Alors, elle ne le dit pas en ces termes, mais en fait, le motif réel, c'est que, écoutez, on a déjà été bien gentil, hein, en 1848, en disant, en vous libérant, entre guillemets, en abolissant l'esclavage. Il faut quand même pas aller trop loin pour croire que vous êtes de vrais humains. Hein, c'est pas parce qu'on vous a dit qu'on vous accorde un statut qu'il faut croire que c'est vrai. Alors, nous, on veut la mettre devant ses responsabilités. Dénoncer que l'État français est un État raciste, dénoncer que la justice française est une justice raciste, dénoncer que nous vivons dans un système abject de racisme et de profitation vis-à-vis des peuples noirs, et puis nous obtiendrons réparation parce que de toute façon, il faut que nous obtenions réparation. Nous l'obtiendrons d'une manière ou d'une autre, mais le but premier est déjà de faire prendre conscience à toutes les populations de cette problématique de la réparation, afin que nous puissions nous mobiliser et que nous puissions véritablement mettre l'État français, je n'allais pas dire à genoux, mais mettre faire courber l'État français, parce que toutes les richesses de la France viennent soit de l'Afrique en direct par le pillage de ces richesses en direct, soit de l'esclavage qui a permis notamment l'industrialisation de la France, et que aujourd'hui on nous fait croire que nous sommes des assistés, alors que encore aujourd'hui, si les Français mangent du pain tous les jours, c'est grâce à nous, nous qui sommes là en train de travailler. Merci beaucoup. Il y a une suspension de bien. Moi, j'ai pas en tête. Alors, comment se déroule l'audience jusqu'à maintenant? Bien. C'est une interview là que tu me fais. Bien, parce que l'argument selon lequel, l'argument que nous oppose l'État, l'argument selon lequel, premièrement, nous serions prescrits, et deuxièmement, il n'y a pas de rétroactivité de la loi, se heurte à ce que, quand la loi Taubira est promulguée en 2001, il est évident qu'elle est bien postérieure à l'existence du crime, de la même façon que quand les Juifs se sont vus reconnaître le crime contre l'humanité qui était le génocide qui avait été perpétré par les Allemands et ses alliés, lors du procès de Nuremberg, il est bien évident qu'au moment où cette loi est promulguée, elle est évidemment postérieure au crime au même titre que nous. Le premier point de la prescription est un argument qui ne tient pas s'agissant de crimes contre l'humanité. Le deuxième point de problème de rétroactivité de la loi et de prescription quadriennale, en quelque sorte, de dire que si pendant 4 ans on n'a rien demandé, on ne peut rien demander aujourd'hui, est un argument qui ne va pas résister à l'examen non plus, en tout cas en droit, parce que le crime justement dont nous prévalons est un crime évolutif. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un rapport scientifique qui nous dit que le crime d'esclavage s'est perpétué dans les générations à venir et futures et qu'il s'est transmis dans notre ADN et dans nos cellules. C'est le premier point. Le second point, c'est que ce que nous demandons à ce tribunal aujourd'hui, c'est d'ordonner une expertise et en sorte de demander à une commission d'experts d'évaluer et de quantifier les séquelles. C'est bien la preuve que nous ne sommes pas en mesure de le faire. Le troisième point, qui est en dehors du cadre légal normatif, j'ai envie de vous dire, c'est que un magistrat
courageux. C'est un magistrat qui, dans les règles de droit, a le courage de faire évoluer la jurisprudence. D'ailleurs, nous l'avons déjà fait évoluer dans ce dossier-là. Quand nous avons commencé, on nous disait que nous étions irrecevables et que nous étions prescrits. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que prescrits. Autrement dit, nous avons fait sauter le motif de la recevabilité. Donc ce que nous attendons d'un magistrat, et nous en avons connu des grands magistrats qui sont courageux, c'est que dans le cadre normatif, ils relèvent un minimum de conscience et d'élaboration pour dire non, ça n'est pas le droit et ce n'est pas de cette façon-là que nous entendons rendre la justice. C'est le dernier point. Alors vous pensiez essentiel effectivement de faire un rappel d'histoire au début de votre plaidoyer. Vous pensez qu'il ne maîtrise pas tous ces éléments d'histoire? Ça me paraît essentiel. Ça me paraît essentiel de faire un rappel de l'histoire parce que je suis persuadée que nous-mêmes ici, nous ne connaissons pas notre histoire parce qu'on ne nous l'enseigne pas en quelque sorte. Nos enfants qui vont à l'école ne se voient pas enseigner l'histoire du peuple noir, la bulle papale, la création du crime contre l'humanité, et il me semble essentiel de reposer notre histoire et puis de l'enseigner à ceux qui, étant de passage ici, ne sont pas au fait de notre histoire. Et il me paraît que dans le cadre d'un procès historique et politique et de justice, il faut savoir de quoi on parle, de quoi on parle pour pouvoir rendre une justice apaisée, sereine et dans l'équité. Alors, pour ceux qui disent que les Guadeloupéens sont encore en train d'une certaine façon, les afro-descendants sont en train de quémander, vous leur répondez quoi? Mais je leur réponds, et vous voyez, c'est à mon avis une des illustrations encore de ce que l'État colonial et l'État post-colonial français a institué dans le cadre de l'assimilation notamment, en faisant de nous des sortes de schizophrènes. Ceux qui sont dans les revendications de leurs droits parce qu'ils sont légitimes à le faire, et les autres qui, n'ayant pas connaissance du passé, font fi de celui-ci pour dire finalement, comme l'État-providence nous rend service, il nous donne des subventions, il nous donne le RSA, il nous donne des allocations familiales, ne demandons pas plus que ce à quoi nous avons droit, en occultant totalement qu'étant des descendants d'Africains réduits en esclavage, le premier des droits qu'ils doivent réclamer, c'est celui de la réparation. Bonjour, je m'appelle Philippe Legris, je suis un enfant du collège Sadi Carnot. J'ai été invité avec mes enseignants, M. Thénard et Mme Guel, pour pouvoir assister au procès en assignation contre l'État français lié au crime lié à la traite négrière. Et comment vous avez trouvé ce procès et qu'est-ce que ça vous apprend, vous les jeunes? Alors déjà, ça m'a permis de savoir qui suis-je, quelles sont mes origines, quel a été le passé de mes ancêtres, quelles ont été leurs souffrances, comment est-ce qu'ils ont été maltraités, quelle a été leur valeur, entre autres une valeur qui était moindre que celle d'un crapaud, d'un animal, et surtout de savoir qu'il ne faut surtout pas reprendre ses gestes et bien sûr de comprendre tous ses actes. Et qu'est-ce que vous allez faire après tout ça? Est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous allez rendre compte? Est-ce que vous allez écrire un rapport? Qu'est-ce que vous allez faire? De toute façon, l'esclavage, c'est une thématique qui est abordée au collège. Donc cela nous servira dans notre vie de citoyen et dans notre vie d'étudiant. Car en 4e, en 5e et en 3e, ce sont des thèmes qui reviennent chaque année et qui sont souvent abordés. Et c'est bien justement de venir comme ça dans un tribunal et d'être un peu d'avoir ce côté pratique après la théorie? Oui, bien sûr, parce que je ne vais pas vous cacher, ça fait la deuxième fois que je viens dans un tribunal. La première fois, c'était pour la première partie, comme c'est la seconde. Et je ne suis pas déçu car je n'avais jamais mis les pieds dans un tribunal à part à Basse-Terre. Et je peux voir comment est-ce que ça fonctionne. L'auditoire, je peux dire déjà un grand merci aux personnes qui m'ont bien aidé car j'ai pu discuter avec pas mal de personnes des 4 coins du monde qui ont voulu assister à cette scène. Et bien sûr, je remercie les avocats de chez nous qui ont vraiment bien raconté notre histoire et ça m'a vraiment profondément touché. Et j'ai failli laisser quelques larmes à un moment. Merci. De rien. Ah, bonjour. Bonjour.
est-ce que tu peux nous donner ton avis justement sur le procès qui est en train de se dérouler aujourd'hui? C'est un très bon procès parce que c'est très important de savoir déjà l'histoire de nos ancêtres. C'est bien aussi de demander réparation par rapport à ce qui s'est fait il y a longtemps. C'est que c'est fait il y a longtemps. Madame et monsieur le juge. Oui. Donc c'est important de parler de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé avant, par rapport à nos ancêtres, par rapport à ce qui s'est fait. Il y a des hommes et des femmes qui sont morts. Il y a des femmes qui se sont fait violer. Il y a des choses comme ça qui se sont faites. Et c'est important de demander réparation. Pour, donc on dira, souvent on dit, ce sont tes ancêtres qui ont souffert, c'est pas toi. Ben, en quelque sorte, comment dire, on est tous noirs, donc c'est toute notre histoire, on va dire. C'est notre histoire à nous, vu qu'on est noirs. C'est pas l'histoire des blancs, c'est pas l'histoire des asiatiques, c'est pas l'histoire des indiens, c'est l'histoire des noirs. D'accord? On sort tous d'Afrique, donc c'est à peu près notre problème de s'occuper des choses qui se sont passées avant et de demander réparation à ce qui se passe maintenant pour demander réparation aux gens, aux descendants. Et pas descendants d'esclaves, mais descendants d'afro-descendants et plutôt afro-descendants. Mais pas descendants d'esclaves parce qu'on descend tous d'Afrique, on est tous noirs. Alors, est-ce que tu dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu sens effectivement une différence de traitement entre les blancs, les noirs ici en Guadeloupe? Oui, il y a une énorme différence parce que je ne vais pas m'exprimer sur tout ce qui est laïque. Je vais plutôt m'exprimer sur tout ce qui est racisme, tout ce qui est de l'irrespect, choses qui ne sont qu'on respecte pas les noirs, on respecte pas les autres races. On les traite. C'est une minorité en quelque sorte dans le gouvernement français. C'est une grande minorité. Et ils essaient de nous faire croire ce qu'on n'est pas en fait. Donc en gros, on a beaucoup de potentiel. On a 20 pays riches. On a 20 pays qui accueillent tout le monde. Par exemple, on va faire un petit cours d'histoire. Ouais. Est-ce que vous savez en général que tout ce qui émane, en fait, tout ce qui existe actuellement dans la civilisation européenne vient d'Afrique? Oui, voilà. Oui, comme les feux tricolores, c'est été fait par des noirs, les maths. Et ils ont repris. Finalement, c'est ce qui est tout le temps refait. Les blancs reprennent ce que les noirs ont déjà fait. De toute façon, c'est le berceau de là. Oui, c'est vrai. L'Afrique, c'est le berceau de l'Afrique. En fait, il y a trop de tabous à ce sujet. Il faut éliminer tous ces tabous-là, d'accord? Parce qu'il faut le dire clairement, les blancs et les noirs, les blancs et noirs, c'est pas du tout pareil. Donc je vais clore. Voilà. Donc en gros, ils sont mieux traités que les noirs, les blancs? Oui. En fait, toutes les autres races dans le gouvernement français sont traitées en minorité par rapport aux blancs et par rapport aux Européens. Donc j'aimerais dire pour finir tout ça que oui, on a raison de demander réparation, l'égalité pour tous, mais surtout ne pas oublier qui on est et d'où on vient. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Donc vous apprenez votre histoire, ça me fait plaisir. Un autre petit exemple. Oui. En fait, ils nous disent que finalement, on a réparation, mais en fait, c'est eux qui nous ont pris parce qu'on ne faut pas oublier que l'homme le plus riche du monde est un Africain. Mais les richesses du monde sont en Afrique. Même l'or sont en Afrique. Donc ce qu'ils ont nous appartient. On ne demande pas réparation, on demande juste de nous rendre ce qui nous appartient à la base. Restitution de ce qu'ils ont voilà, pris. Et pas réparation. Merci beaucoup. Ils semblent vraiment avoir un réel intérêt pour l'histoire de leur... Ah, bon, on suppose que c'est à cause de Madame le professeur qu'ils ont un tel intérêt en fait pour leur histoire. Effectivement, Madame le professeur d'histoire a emmené ses élèves qui avaient déjà assisté à la première partie du procès à Esther. Absolument. Et donc il fallait continuer pour poursuivre le travail avec eux à ce niveau-là. Alors est-ce que c'est ce que vous leur apprenez fait partie simplement du programme ou vous allez un petit peu plus loin parce qu'ils savent des choses qui ne figurent pas dans les programmes? Ah non, mais c'est le programme bien évidemment. Mais il faut aller quand même au-delà. Ces enfants doivent se forger une conscience. Ils doivent connaître leur histoire, c'est évident. Mais ils doivent aussi se forger une conscience. Ils doivent avoir des repères. D'accord? Donc c'est important pour nous d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas pour le travail. Il y a pas de souci.